Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez de France, vous nous suivez partout dans le monde. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous étions très contents de recevoir vos appels, vos emails par rapport à notre émission que nous avons passée avec Nouchka Toumba, qui nous venait de Belgique, qui a parlé de sa vision par rapport à Félix Tshisekedi en tant que nouveau président de la République démocratique du Congo. Vous avez vraiment assisté à l'émission, vous nous avez suivis partout dans le monde. Ce soir, nous revenons avec un nouveau thème pour ce dimanche. Nous allons parler de la vision politique, sociale, économique, ces défis-là qui attendent le nouveau président. Et pour en parler, j'ai un confrère, un frère, il a beaucoup de titres, mais ce soir, nous le recevons comme un libre penseur, Eugène Kandolo, que je vais saluer. Bonsoir, Eugène Kandolo. Bonsoir, Symphorien. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci de répondre à notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Nous repartons pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Nous commençons ici en RDC, vous nous suivez à Walungu, vous nous suivez à Goma, Bukavu, Butembo, Aru, vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez dans le de Kasaï, l'ancienne Bandundu, vous nous suivez dans les pays limitrophes de la RDC. Là, je vois le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, je vois la Zambie, je vois le Congo-Brazzaville, la Centrafrique. Vous nous suivez partout en Afrique, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et je vais en Europe, en France, vous nous suivez en Belgique, en Suisse, vous nous suivez au Brésil. Merci de nous suivre à Rio de Janeiro. Merci de nous suivre au Canada, là où nous avons aussi l'un de nos bastions, Montréal, Québec, Laval. Et merci de nous suivre aux États-Unis. Là, je vais à Dallas, où nous avons de la famille. Ceux qui sont aussi à New York, à Denver, soyez le bienvenu. Vous pouvez aussi suivre en direct cette émission sur nos portraits ou nos portails sociaux, ou vous pouvez nous suivre sur Facebook, dans Deadline. Vous allez liker, vous allez nous suivre avec Eugène Kandolo. Ou aussi, allez sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV pour suivre cette émission de ce soir de Deadline. Eugène Kandolo, nous repartons avec l'actualité. La RDC est triste. Nous venons de perdre un patriarche à l'âge de 93 ans. Antoine Kizenga n'est plus. Nous commençons par là. Actualité oblige. Pour vous, que représentait Antoine Kizenga? Quel est l'héritage qu'il laisse pour la RDC? Et j'en profite aussi pour ajouter cette question. Aujourd'hui qu'il est parti, quelle est la personne qui peut incarner sa vision en tenant compte du Palou et des dissidents qui sont partis comme Adolphe Mouzitou? Merci beaucoup, Symphorien. Je commence par présenter mes condoléances à la classe politique congolaise et aussi particulièrement à la famille politique et famille biologique de l'illustre disparu. Je citais Antoine Kizenga. Qu'est-ce qu'il représente pour moi? C'est un personnage majeur de l'histoire politique du Congo parce que c'est l'une des rares personnalités qui ont carrément traversé toutes les générations, qui ont participé depuis les années 60 jusqu'à ces jours où, pour la première fois en 59 ans d'indépendance, on a pour la toute première fois une alternance politique assez apaisée. Donc il a vécu tout ça, donc il a vécu l'indépendance, il a vécu les différents coups d'État qui sont arrivés dans ce pays. Non seulement il les a vécus comme un observateur, mais il a été acteur dans l'histoire politique du Congo. Donc il a été déjà ministre dès les tout premiers gouvernements de Lumumba. Il était membre dans ce gouvernement. Il a fait l'exil parce qu'après la mort de Lumumba, ils étaient en débandade. Il a fait la rébellion et puis après, il est revenu politiquement dans le créneau républicain avec son parti politique, le Palou. Finalement, ils sont allés au dialogue intercongolais qui a remis les belligérants après la scission de la RDC de 2001 à 2004. Il y a eu un gouvernement de cohabitation qui nous a fait... voilà, il y a eu une transition
qui a commencé depuis 2001 avec l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir, jusqu'à 2006 où nous avons eu les premières élections. On se rappellera qu'il a été le tout premier ministre de cette ère de la Troisième République. Donc, c'est un personnage majeur de la vie politique. Mais qu'est-ce qu'il laisse comme héritage? Question directe que vous posez. C'est quand même assez difficile d'établir la traçabilité, excusez-moi, de l'héritage d'Antoine Gizenga, autant plus que toutes ces dernières années de sa carrière politique, il a eu à faire des choix qui n'ont pas été souvent orientés vers les attentes de la population. Ça a été perçu dans la population comme des choix personnels, comme des choix orientés vers des intérêts personnels et partisans, tant de sa famille politique que de sa famille biologique. On se rappellera de l'épisode où il devrait quitter et que tout le monde pensait que c'est Mayobo qui devait être Premier ministre et que finalement, il a été contourné, on l'a évincé pour mettre quelqu'un qui est de sa famille. Vous avez cité Adolphe Mouzito. Finalement, tout ça a été perçu comme une succession de mauvaises décisions. On se rappellera même le langage de bois que le Palou a fait très dernièrement. On ne savait pas situer le Palou. Est-ce qu'ils sont dans FCC? Est-ce qu'ils ne sont pas? On a vu des cadres du Palou, certains être dans FCC, certains se dire être en dehors, mais finalement, l'image était assez paradoxale. En termes d'héritage, c'est compliqué. Je crois qu'il faut aller puiser ça dans son parti politique. Mais en termes d'image nationale, l'héritage est vraiment difficile à retrouver. Et vous avez demandé quel sera, en fait, qui sera le remplaçant ou bien celui qui portera son combat. Pour qu'on porte un combat, il faut qu'on sache le définir. Comme je le disais tout à l'heure, un citoyen lambda congolais ne saura pas réellement quel est le combat d'Antoine Gizenga. Donc il faut aller chercher dans son parti politique pour trouver en fait c'est quoi d'abord son combat pour pouvoir les porter. Mais maintenant, s'il faut qu'on parle en termes de qui va gérer le Palou, on sait déjà, vous avez parlé des Mouzito, mais qui étaient déjà à côté du Palou parce que Radier, on a vu qu'il a même postulé sur une autre plateforme, il fait, je ne sais pas moi, quoi. Donc il n'est pas dans le Palou qui est membre de FCC et lui se positionne actuellement comme l'un de ceux qui sont en train de demander la vérité des urnes contre FCC Cash UNC. Donc ça veut dire que c'est un peu très tôt à ce moment de dire réellement qui va incarner le combat d'Antoine Gizenga si ce combat existe dans l'entendement de l'opinion. Voilà, nous allons partir à la régie pour aller avoir aussi les réactions d'un de nos confrères qui est à Bruxelles, journaliste, reporter international, Marie-Paul Mouta, qui va aussi réagir par rapport au décès du patriarche Antoine Gizenga. Marie-Paul, vous êtes en train de nous suivre. Comment vous avez perçu le décès d'Antoine Gizenga et quel héritage pouvons-nous attendre de son parcours politique? Nous sommes ici avec Eugène Kandolo. Nous voudrions aussi avoir votre point de vue. Oui, merci bien, chers collègues. C'était très triste d'apprendre la mort de notre patron. Je salue la mémoire. Donc, pour moi, il a été, c'est quelqu'un qui a incarné la lutte, qui a incarné la libération et puis le nationalisme ou le patriotisme congolais. Donc, pour moi, c'est quelqu'un dont la mémoire doit être honorée, mais aussi quelqu'un qui a incarné la constance politique. Donc, je voudrais voir je vois en lui cette personne-là qui voulait l'unité du peuple congolais et son bien-être. Voilà ce que j'ai appris de lui et ce que je connais de lui. Et ensuite, actuellement, c'est lui qui doit prendre la tête du Palou, doit être vraiment son incarnation. Et juste là, chez Palou, je ne vois personne. C'était Mouzito qui devait être ce qu'a été Gizenga, mais je vois qu'il a fait piètre figure. Il n'a pas été vraiment son incarnation, il ne mérite pas être son incarnation. Je ne vois personne qui peut le remplacer, qui peut qui peut être de son calibre. Voilà. Merci Marie-Paul. Là, nous étions depuis
Bruxelles avec un ami, un confrère, journaliste, reporter international. Lui, il est au sein de l'Union européenne. Il nous a donné sa vision. Nous présentons au nom du magazine Deadline nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu Antoine Kizenga, paix à son âme, et aussi nos condoléances à la grande famille du Palou. La RDC perd l'un de ses baobabs, parmi ces derniers baobabs, ceux qui ont pu être en contact direct avec Lumumba. Eugène Kandolo, nous continuons. C'est vrai, dans la configuration actuelle, le pays doit avancer. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est président de la RDC, mais nous le savons, la configuration au sein du Parlement congolais fait que la plateforme électorale FCC a plus de députés. Et il n'y a pas longtemps, ils étaient à Kingatati auprès de leur leader, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Dans le souci de créer ce gouvernement qui puisse aider le président Félix Tshisekedi à réaliser ses promesses de campagne, parce que c'est par rapport à son projet qu'il a été élu président. Quelle est la stratégie à mettre en œuvre pour un gouvernement, un Premier ministre qui incarnerait la bonne gouvernance? Question très très complexe, dans la mesure où vous avez dit il y a des germes de prémices qui ne permettent pas à ce que ça soit aussi simple que ça, parce que l'idéal serait que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire qui appartiendrait au chef de l'État, donc Félix Tshisekedi. Les choses sont telles que son parti politique n'a pas atteint la majorité, encore moins sa coalition qui l'a amené au pouvoir. Je cite CASH, une coalition entre l'UNC et l'UDPS. Et d'une autre part, il y a un groupe bien identifié qui a pu avoir cette majorité au-delà. Alors, mais pas en tant que groupe bien identifié comme une plateforme électorale. Parce que le FCC, il faut le dire, n'est pas reconnu juridiquement parlant. Donc ce n'est pas un groupe parlementaire, ce n'est pas un groupe politique identifié en tant que tel. Donc c'est un ensemble de groupes politiques. C'est vrai qu'ils ont été, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Kingakati, autour du président de la République honoraire, donc les sénateurs à vue Joseph Kabila, qui est leur autorité morale. C'est tout à fait normal et c'est un geste que les gens ne doivent pas trouver extraordinaire ou anormal. C'est des bonnes guerres, c'est tout à fait normal. Dans une république, un groupe a besoin, effectivement, Sarkozy a quitté le pouvoir. N'est-ce pas qu'il était rentré pour réorganiser le républicain Tout à fait. Qui a sa plateforme. Je ne veux pas que les gens voient de cela comme quelque chose d'anormal. C'est quelque chose de tout à fait normal. Parce qu'en tant que groupe, ils veulent aussi avoir... Il faut rappeler que d'abord, ils avaient voulu avoir et la présidence et la majorité parlementaire. Ils avaient un candidat. Et ils le disent dans le document qui est sorti. Nous n'avons pas atteint totalement les objectifs parce que nous n'avons pas eu à faire élire notre candidat à la présidence. C'est tout à fait normal. On n'entre pas en politique pour venir faire de cadeaux aux gens. On a des ambitions. L'ambition politique, l'enjeu politique, c'est le pouvoir politique. Donc la politique, c'est l'art de chercher à prendre le pouvoir politique, le diriger et le conserver le plus possible. Donc c'est des bonnes guerres que le FCC fasse cela. Mais maintenant, est-ce que automatiquement c'est le FCC qui doit donner le Premier ministre? La loi ne dit pas cela. Donc, tout à fait logique que le FCC et le CASH puissent voir dans quelle mesure ils peuvent, comment je peux dire, faire des accords politiques ou des contacts politiques pour pouvoir sortir un Premier ministre. Il peut être du FCC, de l'un des partis du FCC. Il peut être, je ne sais pas moi, du PPRD, de la FDC, tout comme il peut être de l'UDPS ou de l'UNC. Parce que dès lors qu'ils se mettent ensemble pour réfléchir comment ils peuvent constituer une majorité ensemble afin de diriger, ça veut dire qu'ils deviennent
un groupe, une famille, par rapport à cet objectif-là. Ça veut dire identifier la majorité. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, l'UDPS et l'UNC ne se retrouveraient pas parmi la minorité au Parlement. Non. Obligatoirement, parce que l'UDPS et l'UNC ont porté quelqu'un au pouvoir, ils doivent constituer avec ceux qui sont comme majoritaires. L'idéal serait qu'on choisisse un informateur, qu'il réidentifie une majorité au sein du Parlement. Mais comme le FCC se montre en bloc et ils ont signé des accords qui démontrent que quelqu'un ne peut pas aller à titre individuel. Ça veut dire ils sont liés par un destin. Par conséquent, c'est au cash de savoir sur quelle base ils vont négocier avec le FCC pour voir comment ils vont cohabiter. Maintenant, quel serait l'idéal? Dans cette optique de choses, les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Parce que le FCC fera, je ne veux pas dire un chantage, donc il voudra effectivement jouer ses cartes pour qu'il ne puisse pas sortir perdant dans cette configuration. Mais seulement, le président actuel a émis un vœu qui est ses vœux de cette coalition qu'il a amenée au pouvoir. Il voudrait qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, une perspectivité dans l'opinion qui a rupture. Il ne voudra pas aujourd'hui, et ça, l'opinion l'attend au tournant, que l'on amène quelqu'un qui a été cité dans des dossiers assez compliqués, détournement ou je ne sais pas moi, corruption, comme Premier ministre. Ça dérangerait. Là, vous arrivez déjà au profil. Quel est le profil, par exemple? Justement. En tenant compte de la lutte contre la corruption, de l'état de droit, quel est le profil du futur Premier ministre et des membres du gouvernement qui vont accompagner Félix Tshisekedi? Ça dérangerait beaucoup si déjà le chef du gouvernement, celui qui est censé incarner ce vent de renouveau, puisse être déjà quelqu'un qui ne fasse pas... Je ne dis pas que ça doit être quelqu'un qui doit faire l'unanimité dans l'opinion. Parce que personne, même lui-même, le président Félix, il y a une partie des gens qui sont contents du fait qu'il soit là, mais il y a d'autres qui ne sont pas contents. Personne ne peut faire l'unanimité. Mais que ça ne soit pas un personnage controversé, un personnage sur lequel il y a beaucoup à redire. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont décriés ici. Et du coup, dans l'opinion publique, ça ne passe pas. Des gens qui sont cités dans des dossiers de corruption. Il y a eu des dossiers pour lesquels, par exemple, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de corruption, Zolo Bambi, poursuivait un certain nombre de dossiers. Il y a des gens qui sont cités, par exemple, dans ces genres de dossiers. C'est difficile que l'opinion publique puisse percevoir une personnalité de cet acabit, donc citée dans des dossiers pas propres, qu'il devienne Premier ministre. Déjà, la personne qui doit incarner ce renouveau, qui doit consolider cette joie que les gens ont eue de voir l'alternance pour la toute première fois dans ces pays, ça doit être quelqu'un d'assez pas controversé. À la limite, quelqu'un qui n'a pas encore occupé les premiers rangs dans la scène politique congolaise. Est-ce que l'idée d'un gouvernement d'union nationale, de réconciliation nationale, ne serait pas la mieux appropriée? Dans quel terme? La pression venant de l'extérieur. C'est aujourd'hui Félix Tshisekedi qui dicte la ligne à conduire, la ligne à suivre. Ouais. Il pourra imprégner ses collaborateurs, les premiers ministres, les membres du gouvernement et tous les mandataires qui seront choisis à être dirigés par lui. Prenons le cas aujourd'hui, il travaille avec un gouvernement sortant, mais vous remarquerez les recettes de l'État, il y a un vent nouveau, les gens s'expriment. Le problème ne serait pas que lui il puisse imprimer sa vision parce qu'il est fort en diplomatie, il sait convaincre sans aller à la dualité l'autre. Ça ne serait pas de dire... Maintenant, voici la bonne approche, voici le contrat que j'ai avec vous, contrat basé sur la performance. Donc, il y a de nombreux d'objectifs que nous allons faire pour permettre au peuple congolais d'arriver à ce changement tant chanté et tant loué. Ça, c'est vraiment classique. Mais avant tout, avant d'y arriver, il faut que la personne qui incarne ce projet soit d'abord une personne non controversée. Tout à fait. Ça va être classique. On sait que rien que dans le 1 mois qu'il a fait, son gouvernement, avec les sortants
des gens qui assument la gestion des affaires courantes, on a su voir qu'il est capable d'imprimer une certaine marche. Mais cela ne lui donne pas, en fait, carte blanche pour prendre n'importe quel voyou et mettre comme Premier ministre, pour prendre n'importe qui est très mal vu dans l'opinion publique, mettre comme Premier ministre en se disant que parce que c'est moi qui donnerai la ligne à suivre. Donc il faut que la personne qui devienne Premier ministre soit quand même d'abord quelqu'un qui apaise l'opinion, quelqu'un qui est accepté dans l'opinion, quelqu'un qui n'est pas assez controversé et qui peut effectivement susciter cet espoir. C'est vrai qu'il a dit, le gouvernement que je vais, selon les dernières nouvelles, à la rencontre qu'il a eue avec les notables de l'Équateur, les gouvernements que j'aurai à former, ça sera des esclaves du peuple. Enfin, les termes, c'est à peu près les serviteurs du peuple et tout ça. Ça veut dire quoi? Qui qu'ils mettent comme ministre ne sera pas à l'abri du contrôle, à l'abri de la rigueur et à la limite à l'abri de sanctions s'il se permettait un certain nombre de libertés. Mais réconciliation soit-il, unité nationale ou je ne sais pas moi, cohésion soit-il, on ne doit pas rebâtir sur les mauvaises ruines. Sinon, en fait, on bâtit sur des terrains marécageux et la catastrophe ne va pas s'attarder. Il faut commencer par réduire les plus sensibles. Unité, oui. Réconciliation, oui. Si on veut se réconcilier avec tout le monde, il faut choisir les moins mauvais dans une structure pour qu'ils puissent incarner en fait l'avancement. Et ça serait rendre justice à la mémoire collective de ceux qui, à un certain moment, en avaient marre, étaient déçus par un certain nombre de politiques qui se sont succédés pendant un temps dans ces pays. Il faille que les gens voient que l'espoir qu'a suscité l'alternance, qui d'ailleurs pour certaines personnes n'en est pas une, il faille que effectivement ça soit consolidé pour que même ceux qui doutaient encore de l'effectivité de l'alternance, ceux qui se disaient encore que bon en fait c'est juste quelque chose de pacotille, puissent aussi trouver l'espoir. Parce que pour le moment, non seulement Tshisekedi a besoin de concilier les gens, d'amener tout le monde à cette idée de réconciliation nationale qui est très importante, mais il a aussi besoin d'envoyer des signaux de justice, des signaux de réhabilitation des valeurs dans l'imaginaire collectif. Et ça, il faut commencer par les prémices. Parce que si les prémices sont mauvaises, la conclusion sera catastrophique. C'est très important. On ne peut pas prétendre qu'on va sanctionner en aval si en amont, on n'a pas pris des précautions par rapport à ça. Donc, il faut limiter les dégâts déjà dès les castings pour qu'on puisse donner un bon élan. Eugène Kandolo, permettez-moi encore de repartir à Bruxelles pour échanger avec Marie-Paul Mbouta, tenant compte de la même question que je vous ai posée. Marie-Paul Mbouta, le gouvernement, ceux qui vont accompagner le chef de l'État, le Premier ministre, qu'est-ce que vous pouvez en penser? Quelle est votre vision? Attendons qu'il y ait vraiment une rupture, c'est-à-dire que ce ne soit pas un gouvernement de continuité. Nous savons qu'il y a une nouvelle tête, c'est un autre monsieur qui est là, un autre président qui a été élu démocratiquement dans ce pays, et que toute démarche de gouvernement d'union nationale, de négociation nationale, qui implique l'intervention bien la même mise de tout le monde est nécessaire, mais que ce soit dans l'esprit du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi qui évolue dans le sens de pouvoir répondre aux désirs du peuple congolais qui a tant souffert de tous les régimes passés. Donc nous attendons de lui que ce soit un gouvernement d'union nationale, de réconciliation nationale qui implique tout le monde, mais qu'il soit un gouvernement de rupture. Tout celui qui veut mettre la main à la pâte doit savoir qu'il ne doit pas avancer avec le système régime. Donc il doit revoir les touches. Donc il doit suivre, il doit vraiment aller dans un sens inverse, quoi. Ça ne doit pas évoluer comme dans le passé. Voilà ma proposition.
ça surtout qui est beaucoup plus attendu sur notre pays. Merci Marie-Paul Mbouta depuis Bruxelles. Merci à tous les téléspectateurs de Deadline qui nous suivent partout dans le monde. Merci pour vos soutiens. Vous participez à nos émissions. Ça nous touche beaucoup. Et vous qui êtes de la diaspora, vous avez toujours cette oreille collée à la mère patrie, la RDC. Eugène, nous sommes en train de continuer nos échanges. On s'apprête à élire des nouveaux gouvernements dans les provinces. Quel type de gouverneur pour les provinces? Comment doivent s'opérer les choix pour que les provinces puissent vraiment être mises dans l'élan du développement et que les populations de chaque province puissent arriver au bien-être tant souhaité? Merci beaucoup, Sinfo. Mais avant de continuer avec cette question, il y a quelque chose qui est resté quand même en suspens sur la question d'avant. Allez-y, je vous justement. permets. Et j'ai pu déceler ça dans la réponse de tout à l'heure du compatriote qui est à Bruxelles. Je vous ai entendu dire que la pression extérieure, l'Union européenne et tout ça. Je voulais ici rappeler qu'il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, les gouvernements ne doivent pas être faits sur base, en fait, des attentes de l'Union européenne. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, nous sommes en train de bâtir une nation, déjà avec les élections qui ont été financées à 100% par l'État congolais. C'est un signal fort. Donc, nous ne devons pas, en fait, croire que quand la France fait, par exemple, son gouvernement, elle est fait sur base du Congo. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, le gouvernement que l'on fait, c'est par rapport aux objectifs à atteindre pour le bien-être du Congolais d'abord. Et par conséquent, ce gouvernement ne doit qu'être le reflet du cahier des charges qu'on se donne par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre ici. Et non des attentes de la communauté internationale. Non, mais comment on peut faire un gouvernement sur base des attentes de la communauté internationale? Sur base de quoi? Si, par exemple, on veut éradiquer l'insécurité à l'Est, on n'a pas besoin de savoir quel est, on demande le ministre que l'Union européenne veut pour la sécurité ou bien la défense de la nation. Donc, ça serait absurde. Donc, le gouvernement que l'on mettra en place, c'est par rapport aux objectifs que la République démocratique du Congo. Ceux qui souffrent, ceux qui sont au chômage, ce sont des Congolais. Les jeunes qui n'ont pas une bonne éducation, ce sont les jeunes du Congo. Ceux qui n'ont pas de l'emploi, ce sont des jeunes du Congo. Ceux qu'on tue à l'est du pays, ce ne sont pas des Européens, ce sont des Congolais. Donc, c'est un gouvernement qui doit répondre à ses besoins. Les besoins du panier de la ménagère, le besoin, en fait, de la sécurité de la population sur l'ensemble du territoire et particulièrement la population de l'Est, les besoins, en fait, de redonner confiance à la nation congolaise qui, comme d'autres enfants d'Afrique, ont perdu l'espoir et pensent que l'Eldorado, c'est en Europe. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que, ici, au Congo, les gens apprennent ou réapprennent à faire confiance à leur pays, à se dire que le Congo est une terre fertile où on peut s'aimer ses rêves et les voir se réaliser. Et ça, c'est le gouvernement que l'on attend. Je ne pense pas que ça va se passer par baguette magique, mais il y a de bases que l'on va poser pour pouvoir donner cet espoir. Et je pense que la lueur d'espoir qu'a créé l'alternance pacifique dans ce pays peut effectivement susciter une sorte d'effet des dominos dans le sens de faire de bons choix, notamment dans le casting de dirigeants pour atteindre ces objectifs, sans toutefois se préoccuper de qu'est-ce qu'en pense l'Union européenne, qu'est-ce qu'en pense X ou Y l'extérieur, parce que le gouvernement, c'est pour atteindre des objectifs du Congo. Maintenant, par rapport au gouvernorat de province, j'avoue que je suis un peu triste quand je vois les mécanismes de sélection de gouverneurs. Le choix que nous avons fait au travers de notre constitution de la République, ça veut dire 2 élections à suffrage indirect pour le gouverneur, pose un peu problème. Et pas un peu, mais j'allais dire sérieusement problème. Quand nous entendons par-ci, par-là dire que pour que les gens se fassent passer pour des gouverneurs, des sénateurs, il faille donner 50 000 $ aux députés provinciaux, c'est quand même immoral. Dans des rumeurs de corruption. Justement, c'est quand même immoral d'imaginer que des gens, pour qui les gens se sont battus, pour leur donner des voix gratuitement afin qu'ils deviennent des députés provinciaux, eux, à leur tour, pour élire des sénateurs et des gouverneurs, ils exigent
des sommes aussi exorbitantes comme ça. Du coup, tout est biaisé. On ne sait pas qui pourra être gouverneur pour diriger qui. Je crois qu'à la longue, c'est une question qui devrait être remise sur la table pour réfléchir davantage sur les modes des choix des gouverneurs. Est-ce qu'on doit ramener ça comme les votes de président de la République, c'est-à-dire aussi au suffrage direct, afin que la population puisse être à même de se choisir celui qui va conduire aux destinées de leur province, parce que c'est très important. Aujourd'hui, avec la décentralisation, c'est une aubaine, c'est une sacrée chance que le pays a de se développer à la base. Mais il ne faut pas que cette chance soit compromise par une mauvaise désignation des gens qui vont être là à ne rendre compte qu'à eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui aurait dépensé, je ne sais pas moi, 400 000 $, 500 000 $ parce qu'il a eu la peine à donner 50 000 $ à chacun des députés provinciaux, vous pensez qu'il a des comptes à rendre à la population? Non. Il va en faire qu'à sa tête, il va faire ce qu'il veut parce qu'il sait que je suis là par tel mécanisme et ce n'est pas la population qui m'a mis là-bas. Comme les gouverneurs sont des dirigeants de la population d'une province, je crois qu'il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour qu'ils se sentent liés, redevables directement au gouverneur. Comme nous n'en sommes pas là, pour le moment, je sais que peut-être ça viendra dans 5 ans ou je ne sais pas moi, 10 ans, tout dépendra de quel type de sérieux on accorde à cette question. Mais pour le moment, j'avoue que c'est quand même triste. On ne peut pas établir un critérium sur la qualité de gouverneur que nous aurons, parce que ça serait passer du temps. On ferait une très belle analyse ici, mais on nous amènera un gouverneur qui n'a rien à voir avec les analyses que nous avons faites parce qu'en fait, il n'a pas de comptes à rendre à la population. L'analyse que nous aurons à faire ira dans le sens de la population. Or, la population est découpée de ses votes. C'est quelques individus. Pour le cas de la ville-province de Kinshasa, c'est 48 députés qui vont élire les gouverneurs. Dans d'autres provinces, je ne sais pas moi, c'est 26, dans d'autres, c'est 23. Mais ce sont ces gens-là qui ont la responsabilité de toute une province. Alors, il faille qu'à l'avenir, que l'on pense davantage avant même d'élire les députés provinciaux, pour que nous puissions revenir faire un vrai débat, une belle analyse sur le profil du gouverneur. Nous devons d'abord revoir les profils de nos députés provinciaux. Il y a eu changement, près de, j'allais dire quoi, plus de 90% des députés provinciaux sont de nouveaux visages. Mais est-ce que c'est seulement de nouveaux visages ou bien ça représente de nouvelles valeurs? Ça, c'est une question que l'on doit se poser. On peut remplacer des visages, mais les valeurs restent telles que c'était. Ça veut dire en état de désuétude. Donc, mais l'idéal serait qu'on ait des gens qui comprennent l'enjeu de la gouvernance à la base pour effectivement apporter le pays vers le haut. Eugène Kondolo, nous avançons. Aujourd'hui, nous parlons de décentralisation. Oui. Les gouvernements provinciaux doivent être dotés d'une gestion décentralisée. La régie des recettes, des revenus, la capacité de s'auto-conduire, d'avoir un plan de développement. Exactement. C'est ce travail-là que les gouverneurs doivent faire pour la destinée. Parce que, imaginez-vous, pour parler de la voirie, il y a un monsieur qui est ici à Kinshasa, le directeur général, qui gère toutes les questions de voirie urbaine en province. Et vous voyez avec ces pluies, par exemple à Kinshasa, vous avez vu au niveau de Mongafula, comment la route a été vraiment détruite par les eaux de pluie. Imaginez-vous ce qui se passe en province. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une vraie décentralisation qui permette la gestion du développement au sein des provinces, de telle sorte que si nous pouvons parler des régies de récolte des recettes au niveau des provinces, que les provinces puissent élaborer leur plan de développement de telle sorte que les populations puissent incarner réellement leur développement et leur bien-être, au lieu que tout soit centralisé. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais justement, ce n'est même pas moi qui devais penser, c'est comme ça que la Constitution a été pensée, c'est comme ça que le choix républicain que nous avons fait en ayant fait ce référendum qui a amené l'adoption le 18 février
2006 de cette constitution, c'est des choix que nous avons faits, les choix républicains de la décentralisation au travers du gouvernement des entités décentralisées, en commençant par les provinces, en allant progressivement vers les petites entités décentralisées. Ceci veut dire qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, qui permettent à ce que le gouverneur soit autonome dans la gestion d'un certain nombre de questions qui touchent directement au développement de leur province. C'est là qui ressort la fameuse question des rétrocessions de 40% aux provinces par rapport à ce que les provinces donnent au gouvernement central sur l'ensemble de l'enveloppe des recettes mobilisées. Alors, ça permet en retour aux provinces de s'autodéterminer. Mais après, les provinces ont créé chacune, la plupart des provinces, ici à Kinshasa, pour parler de Kinshasa, il y a des GERCA. Ce sont des régies financières que les provinces ont créées pour mobiliser elles-mêmes de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de ces recettes? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que ces recettes sont insuffisantes pour faire, ne serait-ce que amorcer de grands travaux, notamment, en fait, il y a toujours dans la gestion, il y a des routes qui ressortent de la gestion du gouvernement central. Il y a des routes qui ressortent. On va abolir cette approche, carrément laisser tout entre les mains des provinces. Non, c'est compliqué, surtout en ce qui concerne la province de Kinshasa. Parce que c'est la capitale. On ne peut pas aujourd'hui rendre fainéant le gouvernement central en lui disant on laisse tout totalement aux provinces et par conséquent le gouvernement central va faire quoi? Il reste en train d'observer et en train de prendre juste... il va juste gérer, coordonner. Non, mais coordonner quoi? Il y a toujours des limites entre la gestion des provinces et la gestion du gouvernement central. Mais aussi, il y a des travaux d'ordre de complémentarité. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des questions, par exemple, comme celle que tu as soulevée, de l'eau, des débordements avec les pluies, les trucs, le premier indexé, c'est le gouverneur de la ville. C'est le gouverneur de la ville. Par conséquent, effectivement, il doit prendre en considération le fait qu'il n'est pas élu gouverneur pour le beaux yeux, juste pour frimer, mais c'est pour répondre à un cahier de charges bien déterminé. Et ces cahiers de charges peut de fois dépasser les attentes. Mais il faille commencer quelque part. Parce que le pays est tellement détruit, est tellement dans un état de délabrement qu'il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas par baguette magique que tout sera fait en un jour, même pas en 5 ans de mandat de Félix Tshisekedi, mais il faut commencer quelque part. Il y a des travaux prioritaires sur lesquels les gouvernements provinciaux peuvent commencer. Par exemple, la question de route. Pourquoi il y a des embouteillages à tout moment? Par exemple, cette gestion des eaux. Pour faire des caniveaux, il ne faut pas attendre que le gouvernement central vienne faire. Il y a deux petites choses. Il y a, par exemple, la réhabilitation de routes. Il y a des routes qui datent de plusieurs années. On ne vient que remettre, je ne sais pas moi, des petites couches pour boucher des sans vouloir il y a un certain nombre, on peut élaborer un certain nombre de politiques sur des priorités qu'il faille que, effectivement, la province puisse se mettre sur la route, puisse se mettre sur un élan de développement progressif et ça va effectivement amener une dynamique qui va être contagieuse pour l'ensemble de la population. Eugène Kandoulou, sans vouloir t'interrompre, vous avez parlé de 5 ans. 5 ans, c'est pas énorme pour vouloir tout faire. Exactement. Mais quelles sont les priorités? Quels sont les secteurs prioritaires par lesquels Félix Tshisekedi doit commencer pour aider ce peuple à mieux vivre, à mieux exister? En fait, par rapport à cette question, je ne vais pas faire des incantations. Vous poserez cette question à 1000 personnes ici, analystes soient-ils, même des politiques soient-ils, chacun donnera en fait la priorité selon ses substrats. Le Congo est tellement dans un état d'urgence, en fait, pas au terme politique du mot. Le Congo est tellement aux urgences que tout est urgent. C'est un pays qui souffre de plusieurs maladies au même moment. Au point qu'il y a priorité dans chaque secteur. Aujourd'hui, tout le monde voudrait commencer à bien manger, c'est-à-dire 3 fois par jour, dès le premier jour que Félix prend le pouvoir. Tout le monde voudrait qu'il y ait des routes partout, dès le premier jour que Félix prend le pouvoir. Tout le monde voudrait qu'il y ait de l'électricité. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on soit dans un pays qui a autant de réserves en termes de puissance électrique. On a cette potentialité de barrage Jinga qui peut alimenter 60% de l'Afrique, mais qu'on n'ait pas du courant. Finalement, tout est prioritaire. Mais s'il était question aujourd'hui de choisir parmi ces priorités,
il y aura des priorités qui vont se faire concomitamment. Par exemple, la priorité des priorités, aujourd'hui, c'est la question du rétablissement de la paix sociale sur l'ensemble du territoire. C'est très important, la sécurité. On ne peut pas bâtir si on n'est pas en paix. On ne peut pas bâtir s'il n'y a pas la sécurité. Parce qu'au moment où on voudra faire quelque chose et qu'on apprend qu'il y a deuil là-bas, on sera heurté. Donc, il faille que l'on maîtrise cette question le plus tôt possible. Mais après aussi, il faille que tout le monde, et ça commence à se faire sentir, il faille que les gens apprennent à se faire confiance mutuellement. Je veux vous faire rire. Il y a très longtemps, dans ces pays, la population avait comme tendance à croire que les policiers sont leur antithèse. Vous comprenez? Mais c'était en fait une sorte d'antise. Mais c'est des questions qui se relaxent par soi-même. Aujourd'hui, les priorités sont sur base, effectivement, de l'ensemble de la population. Un, c'est la paix sociale et la sécurité pour tout le monde, ce qui va permettre à ce que, effectivement, les gens apprennent à se faire confiance. Mais des deux, il faut que les gens redeviennent confiants vis-à-vis de leur pays. Parce qu'on ne peut pas bâtir le pays. Quelqu'un ne peut pas investir dans le pays. Quelqu'un ne peut pas fournir les efforts. Un ministre ne peut pas être ministre et dire que je ne veux pas voler s'il ne fait pas confiance au Congo. Parce qu'il est là, il s'est dit, le Congo, je ne sais pas. Naïbakaka. Même si Félix a dit qu'on va arrêter les ministres, ils vont voler, il va d'abord voler. Tu vois, il faut que les gens réapprennent à aimer leur pays. Et réapprendre à aimer le pays, c'est effectivement investir dans l'homme congolais. C'est le premier chantier. C'est le chantier des chantiers. Il ne faut pas que le changement de mentalité soit un slogan. J'ai aimé la pédagogie du chef de l'État. Il commence, le premier, à rendre les reliquats de ses frais d'émission. Ça, c'est un signal fort. Parce qu'en fait, il faut poser des gestes dans tout gouvernement du monde. Quand quelqu'un prend, surtout dans un pays comme le nôtre, où tout est en chantier, où tout est à faire, il faut lancer des signaux. Le fait qu'il ait remis les 163 000 c'est très pédagogique. C'est très pédagogique. C'est en même temps dissuasif. C'est très important. C'est en même temps dissuasif pour ceux qui se disaient à Lobaïneka Koluba. Donc, on continuera comme on a l'habitude de continuer. Du coup, les gens vont se demander, si moi, je me permets de faire quelque chose, je ne vais pas tomber dans ces panneaux. Donc, je crois que ce genre de gestes, il faut les multiplier davantage. Mais ce qui est important, pour que les Congolais se disent que Félix a réussi son mandat, il doit voir effectivement qu'il mange à sa faim, parce qu'il est dans un pays où les poissons meurent dans des eaux. C'est vraiment passionnant d'être avec vous sur ce plateau de Deadline. Parlons de nos militaires. Voilà. Ce qui est vrai... La justice élève une nation. La sécurité permet la paix dans cette nation. Qu'en est-il de nos soldats, de nos mamans militaires, des forces armées, de nos papas des forces armées, ces jeunes dans les forces armées, au sein aussi de la police? Quel doit être l'engagement de notre État par rapport à cela? Vous avez parlé des policiers. Voilà. Je vois le camp Bumba, je vois les camps militaires à Matete, ainsi de suite. Partout en RDC, ces vaillants militaires qui sont là, qui font leur vocation, mais leurs conditions sociales. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Les conditions sociales de militaires, autant que les conditions sociales de l'ensemble de la population, laissent à désirer, ça on le sait. Mais je voudrais d'abord insister, finir un peu mon idée par rapport à ce que j'étais en train de dire, par rapport à la question de la priorité. La priorité, quand on n'est pas au pouvoir, quand on est analyste, quand on a un regard du dehors, on peut, comme quelqu'un qui regarde le match de football, c'est donner le droit de croire que les joueurs auraient tapé comme ça, il aurait fait chimique. C'est exactement, c'est trop facile. J'ai aimé l'humilité de Félix. L'un de ses dernières interviews sur l'une des chaînes de la place, pendant la campagne, il a dit le seul Congolais qui connaît mieux des questions du Congo, c'est Joseph Kabila. Parce que c'est lui le seul président actuellement qui connaît. Les gens ont crié, les gens l'ont vu naïf, les gens l'ont vu faible. C'est une prétention. Quand les gens le prenaient pour quelqu'un qui est naïf, c'était une prétention surdimensionnée, une prétention des téléspectateurs qui regardent un match de football. Et Félix avait raison. Félix a dit aussi dans cette interview que sa première priorité, dès qu'il prend le pouvoir, il va fermer le cachot. C'était une façon de le dire. J'ai vu ce matin un débat dans un groupe WhatsApp, quelqu'un qui rappelle ça, combien de cachots il a déjà fermé. Il faut savoir qu'il y a toujours des réalités qu'on appréhende avec le regard du dehors et les réalités qu'on appréhende avec les regards du dedans. Je rappellerai aux gens qu'à l'époque, Obama avait dit qu'il fermera Guantanamo.
Obama a fait 2 mandats, il n'a jamais fait. Il y a des réalités qui, quand tu deviens homme d'État, quand tu deviens à la gestion, tu regardes sur table, on te montre des pistes, parce qu'il y a la sécurité de l'État, il y a tout un certain nombre de choses. Et on te dit, tu es chef de l'État. C'est vrai que ça, c'est ta promesse de campagne. Mais regarde la réalité, regarde ceci, regarde les conséquences, regarde ce que ça peut avoir. Regarde les marges de manœuvre. C'est à toi d'apprécier en tant qu'homme d'État, en tant que dernier décisionnaire de toute la République, après avoir délibéré. Et faire des choix et savoir quelles sont les priorités. Donc, même dans la campagne, Félix peut avoir dit certaines choses, dit je vais faire ceci. Mais ça ne se fait pas par baguette magique. Donc, c'est très important. Et je rentre maintenant sur la question de... Pour terminer avec, parce que c'est déjà... Voilà, la question de militaires et trucs. J'ai aussi apprécié le fait que je l'ai vu dernièrement au camp Tchatché et tout ça. Je crois que c'est aussi un acte pédagogique, mais un acte encourageant. Parce qu'en fait, le militaire, quand il voit les premiers d'entre eux, parce qu'en fait, c'est les commandants suprêmes de l'armée, ils se disent, il est très proche de nous. C'est la proximité, c'est une bonne communication, mais en fait, il faut que ça aille au-delà de la communication, qu'il y ait des gestes qui suivent. Les militaires méritent effectivement d'être mieux pris en charge socialement. Il ne faut pas que les enfants les moins instruits soient les enfants de militaires. Il ne faut pas que les femmes, les mal lotis soient les femmes de militaires. Il faille qu'effectivement, qu'on puisse revoir la façon, avec un regard davantage très social sur ceux qui sont appelés à gérer la sécurité de l'État. Parce que, c'est l'armée et la police qui nous défend, l'armée qui nous défend au front, et la police qui est appelée à assurer la sécurité de la population et de ses biens. Et par conséquent, la moindre des choses que l'on peut faire à ces gens, c'est leur donner une condition de vie, j'allais dire vivable, qui permette à ce qu'ils se sentent non seulement fiers d'appartenir à ces Congos, mais de porter l'uniforme et de défendre sous les drapeaux. Et ça, c'est très important. Soyons fiers d'appartenir à la RDC au Congo. Ça, c'était le dernier mot de notre invité de ce soir dans Deadline. Eugène Kandolo, cas possible, motivateur, écrivain, coach et libre penseur, qui est venu nous voir ici dans Deadline pour partager sa vision du Congo. Mboka na biso Congo eza mboka munene, tokanisa ba soda, Kambumba, quand Loano, ba nyonso ya RDC. Biso toza bana otokoli pemena ba soda. To moni ba soda ne baola ta ba sokoto na bango, soda il faut zonga na place na et papa président sungela biso ba soda nyonso parce que biso peut-être le lot toza ba journaliste peut-être avant boyebete nga sanfana nga za soda. Soda eza musala ya lokumu, il faut toper sa lokumu na ba soda nyonso ya RDC. La RDC est un grand pays, nous devons valoriser nos militaires, nos policiers, les soutenir. Merci à tous ces militaires, à tous ces policiers qui suivent le magazine Deadline. Merci à Eugène Kandolo qui a participé à cette émission. Merci à toute l'équipe de Deadline. Merci à Kin24 qui diffuse. Si vous nous ratez ce dimanche soir à 22h30, retrouvez-nous le jeudi à 14h02 sur Kin24 et suivez-nous aussi sur nos plateformes internet. Là, je vois YouTube dans Symphorien KTN TV ou allez liker notre page Deadline où nous avons réussi Eugène Kandolo. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Très belle.